Mesdames et bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Du 5 au 11 mars prochain se déroulera la campagne nationale de vaccination contre la méningite méningocoque A. Pour une meilleure sensibilisation, le programme élargi de vaccination a organisé une journée d'information et de briefing des médias ce matin au complexe Le Mafé en présence de notre reporter Ariad Salah. Cette journée d'information organisée par le programme élargi de vaccination PEV vise à briefer les journalistes sur la campagne de vaccination contre la méningite à méningocoque A chez les enfants de 1 à 7 ans qui se déroulera du 5 au 11 mars prochain sur l'ensemble du territoire national. À travers cette journée, le programme élargi de vaccination veut acquérir l'engagement des hommes et des femmes des médias pour la sensibilisation de la population nigérienne sur l'intérêt de cette campagne de vaccination contre la méningite à méningocoque A. Comme vous le savez, la vaccination est l'un des moyens les plus sûrs pour prévenir les maladies. Elle constitue un droit universel pour chaque enfant. Un enfant qui est à jour dans ses vaccinations est protégé contre cette maladie depuis plusieurs années. Conformément à l'engagement des plus hautes autorités du pays, pour améliorer l'état de santé des populations, le ministère de la Santé publique, en collaboration avec ses partenaires, organise une campagne de rattrapage des enfants qui sont nés après la campagne de septembre 2010 et de novembre 2011 et n'ayant pas été vaccinés au PEV de routine avec le MENA. Professionnels des médias, vous aviez joué un rôle important dans la sensibilisation et la mobilisation des populations pendant les campagnes antérieures. Et pour cette fois-ci, nous demeurons convaincus qu'avec votre engagement, toute la population aura les informations essentielles sur cette campagne. Le vaccin MEN-Afrivac est un vaccin efficace qui protège contre la méningite A et procure une immunité de 10 ans. Alors, parents, profitez de cette opportunité pour faire vacciner vos enfants de 1 à 7 ans. Étant intégrés dans la vaccination de routine, les enfants de 9 à 11 mois peuvent se faire vacciner dans les centres de santé. Une vidéo montrant un étudiant en train d'être tabassé par un élément de la garde présidentielle a créé l'indignation au sein des internautes. Pour beaucoup d'entre eux, à chaque voyage du président de la République, les citoyens sont soumis à un dictat des éléments de la garde présidentielle. Réaction du président du MPCR, Mamadou Arsika, dans cet extrait, avant de le retrouver en partie magazine de ce journal. Où nous sommes actuellement, de l'aéroport à la présidence de la République, quand le président se déplace, c'est un calvaire pour tous les citoyens. C'est un calvaire pour toute la population de Niamey. Et c'est exécuté par une structure illégale. C'est ça la question. Parce que si même les gardes nationaux ou la police, ils ont la formation qu'on les fait de jalonnement ou la formation de maintien de l'ordre, mais eux, la personne ne les a formés. Oui. Ils n'ont aucune formation, personne ne les a formés à ce métier-là pour qu'ils sachent c'est quoi les droits de l'homme, c'est quoi les droits des citoyens, même si le président se déplace. Mais le président qui se déplace, c'est un citoyen qui est le président des Nigériens. Et il ne peut pas parce que lui se déplace, eux, parce que ça fait leur affaire. Ils vont créer la situation pour terroriser les gens. Vous imaginez aujourd'hui, nous ici, là, nous sommes constamment sous le qui-vive. C'est-à-dire que dès que le président se bouge, et nous et tous les autres riverains, nous sommes, c'est un calvaire pour nous. Et les gens viennent ici, ils nous font n'importe quoi. Ils nous insultent, ils nous font des voies de fait, ils tapent les gens. Ça, c'est inadmissible. Rendez-vous en fin du journal pour suivre l'intégralité de cet entretien. L'actualité sur le plan politique, des voix s'élèvent pour contester le choix de l'opérateur chargé de l'élaboration du fichier électoral biométrique. C'est l'exemple de l'opposition politique et des non-affiliés. La synthèse des réactions avec Hassan Salem Moussa. Gemalto, c'est le nom de l'opérateur retenu pour le fichier électoral biométrique au Niger. Un choix de la Commission électorale nationale indépendante CENI contesté par l'opposition. C'est l'affaire du PNDS Taria. Les uns et les autres sont passés outre. Je pense que cela ne saurait engager l'opposition politique dans la mesure où nous ne cesserons jamais
de le dire et nous ne le dirons jamais assez, que tout ce qui concerne le processus électoral doit se faire de manière consensuelle. Aujourd'hui, le PNDS est resté muré dans sa logique d'organiser des élections plus tropicalisées que celles de 2016. Et cela, ce n'est pas seulement aux dépens des partis politiques de l'opposition, mais aux dépens même de leurs propres alliés. Pour le non-affilié, le choix de Gemalto a été fait de façon unilatérale. Du point de vue de la faisabilité de la biométrie, donc vu les délais électoraux, est-ce que cet opérateur sera à mesure de garantir la disponibilité du fichier électoral biométrique avant les élections, surtout avant les élections locales prévues pour se tenir en 2020, place d'adieu. L'opposition et le non-affilié doutent sur la fiabilité du fichier biométrique qui sera élaboré. L'autre défi qu'il faut relever, c'est la fiabilité également d'un fichier électoral biométrique, vu le contexte dans lequel nous sommes. D'abord, l'élaboration de ce fichier-là requiert la participation de tous les acteurs politiques, mais également de la société civile et des autres composantes sociales, n'est-ce pas, du Niger. Nous pensons que c'est un acte de plus qui nous éloigne de l'organisation d'élections libres, transparentes, inclusives, telle que cela a été demandé par l'ensemble des Nigériens et la communauté internationale. L'opposition dénonce également les conditions de la désignation du représentant des enseignants-chercheurs à la Cour constitutionnelle dans les perspectives de 2021. Le troisième secrétaire général adjoint aux affaires juridiques et aux droits de l'homme du PNDS Tareya a été élu au nom des enseignants-chercheurs à la Cour constitutionnelle. Nous avons aussi observé les réserves émises par son challenger qui indiquait que une démarche déterminante dans le choix, n'est-ce pas, du candidat n'avait pas été respectée. Contacté à plusieurs reprises, le camp de la majorité au pouvoir n'a pas jugé utile de se prononcer sur le sujet. Face à la situation alarmante dans laquelle végète l'école de mines, d'industrie et de la géologie EMIG, le cadre de concertation des différents syndicats a rendu public une déclaration ce matin pour fustiger ce qu'ils qualifient plutôt la gestion de l'école par son premier responsable. Suivons un extrait de cette déclaration. Après sa rétrocession au Niger en 1995, l'école des mines de l'industrie et de la géologie EMIG est devenue une école publique de l'État nigérien. Elle a pour objectif la formation professionnelle, l'enseignement scientifique et technique et la recherche. Grâce à son personnel administratif et technique et au corps enseignant, l'EMIG a brillé dans sa mission de formation d'ingénieurs et de techniciens supérieurs en Afrique. Elle a développé des compétences et une expertise de qualité dans le secteur des sciences de la terre et de l'industrie. Elle constitue un pôle d'excellence et une visibilité positive de notre pays sur le plan régional et même international. Malheureusement, malgré cette volonté du personnel, l'EMIG traverse une crise sans précédent due à l'insuffisance de la subvention de l'État, l'abandon quasi total de l'école par le ministre de tutelle, l'incapacité croissante du directeur général actuel à gérer l'EMIG caractérisée par une mauvaise gestion académique et administrative impliquant une navigation à vue, une absence de projet de développement pour l'école réduisant la gestion à la simple recherche de la subvention pour payer les salaires, un manque d'ambition pour l'établissement, aucun projet initié par la direction, une incapacité avérée
dans le recouvrement des frais de formation des élèves malgré la disponibilité en qualité et en quantité des ressources humaines. Une non-maîtrise de procédures liées au compte unique du Trésor. Une non-maîtrise des statistiques réelles de l'école. Un manque de disponibilité pour les tâches administratives alors qu'il bénéficie des rabattements dans ses charges d'enseignement à cet effet. Une complicité dans le détournement des prestations de formation de l'école à des fins personnelles caractérisée par l'absentéisme chronique du directeur des études pour des cours de vacations jadis réalisés par ses collègues dans les institutions partenaires à l'extérieur. Une mauvaise gestion des projets de l'école, cas du PASSER. Une absence de politique de mobilisation de fonds. Tout cela a pour conséquence un retard considérable dans le déroulement des activités académiques, un retard fréquent de paiement de salaire, un non-paiement des avantages liés au statut. Enfin, comment comprendre qu'après 4 ans d'exercice, le DG n'a fait aucune réalisation palpable? À tous ces questionnements, la seule réponse possible est une démission totale du directeur général actuel de l'EMIG. Face à la situation, on ne peut plus alarmante de l'EMIG, il est impératif et urgent à tous les citoyens épris de justice et d'amour de ce pays d'œuvrer pour le redressement de l'EMIG. La suite de ce journal, les locaux du commissariat à l'organisation du Hajj et la Umrah Koho ont servi de cadre ce matin pour la désignation des représentants des agences de pèlerinage au comité de pilotage chargé de l'organisation du Hajj 2019. Cependant, certaines agences n'ont pas pris part à cette rencontre qu'elles estiment que les textes sont violés. D'autres précisions avec Hassan Salemsa. Ils sont au total 8 syndicats et associations en charge de l'organisation du Hajj et de la Umrah au Niger. Mais 6 ont procédé à la désignation de leurs représentants au comité de pilotage pour l'organisation du Hajj 2019. Dans le décret, on veut une personne qui doit représenter les agences, mais toutefois nous avons déploré le nombre parce qu'au minimum, même si nous n'avons pas gagné, nous devons avoir au moins 4 personnes pour nous représenter parce que le travail, c'est un travail capital et qui nous concerne. Et nous devons être vraiment valablement représentés. Mais malheureusement, nous avons exigé une place et nous avons apporté nos doléances pour qu'on revoie notre cas. Et nous avons choisi la personne de Hamamoru pour nous représenter, mais sous réserve que nous voulons une augmentation de place pour que ce soit représentatif. C'est par un consensus. Il y avait eu 8 syndicats qui étaient sur la liste. Parmi les 8 syndicats, il y a eu 6 syndicats qui étaient présents. Donc le quorum est atteint. Les 2 syndicats ont décliné l'offre et expliquent pourquoi ce choix. On nous a adressé une correspondance qui nous est parvenue de la primature, comme quoi on veut un représentant des agences. Et nous nous sommes réunis, la fédération, une fédération qui comporte plus de 250 agences. Nous nous sommes réunis et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons désigné un représentant qui va siéger au sein de ce comité. Maintenant, après avoir fini tout ce travail, on nous appelle du COHO pour nous dire qu'aujourd'hui, 1er mars, de prendre part à une réunion pour désigner un représentant des agences qui va siéger au sein du comité de pilotage. Mais on était tous étonnés du moment où nous avons eu la correspondance en provenance directement de la primature. Le choix des représentants des 6 syndicats et associations a eu lieu en présence d'un huissier de justice et le commissariat à l'organisation du Hajj et de la Umrah Koho. Nous avons une représentation nous aussi au Koho. Les ministères qui entrent dans l'organisation du Hajj ont chacun un représentant, notamment l'intérieur, les finances, les transports, ainsi de suite.
Les associations ou les syndicats du Hajj ont aussi une place. Et comme je l'ai dit, aujourd'hui, elles se sont réunies ici au Coro. Nous en avons 8. Il y a 8 qui sont reconnus officiellement, 8 associations. Et nous avions enregistré la présence de 6 sur les 8. La personne de Amadou Marou, du Sinapen, je crois, a été désignée ou retenue pour représenter l'ensemble des associations qui organisent le Hajj et la Oumara au niveau du COPIL, le comité de pilotage. Visiblement, l'organisation du Hajj 2019 s'annonce sur fond de division au Niger entre les agences de pèlerinage qui font pourtant le même combat, assurer une bonne organisation du Hajj. Le programme des Nations Unies pour le développement PNUD a publié il y a juste une semaine le classement IDH. Et dans ce classement, notre pays occupe le dernier rang. À ce sujet, ce matin, une de nos équipes a recueilli la réaction de quelques citoyens. On les écoute. Je pense bien qu'il faut poser la question à nos dirigeants. Plus précisément, le premier responsable de notre nation qui est le président de la République. Si le Niger est classé dernier aujourd'hui sur ce bas monde-là, cela veut dire que les travaux qu'ils sont en train de faire est à revoir. Aujourd'hui, il y a des fonctionnaires de l'État qui prennent du crédit chez les boutiquiers et autres là. Tout ça, c'est parce qu'ils ne sont pas dans de bonnes conditions. Et prenons aussi les cas des étudiants de notre pays. Par exemple, la bourse. C'est normalement dans les normes, c'est chaque 3 mois qu'on devrait donner la bourse aux étudiants. Mais des fois, on va faire 4-5 mois sans avoir la bourse. Et jusqu'à l'heure actuelle où je vous parle, on n'a pas eu notre bourse de vacances. Ça ne va pas parce que on a toujours des problèmes dans l'éducation. Par exemple, quand vous partez dans les villages, vous verrez des écoles, des salles dans lesquelles il n'y a pas de table-banc. Et tout ça, vraiment, c'est des choses qu'il y a à revoir. Là où le problème se pose, c'est au niveau de la gérance des dirigeants. Parce que du coup, si ça ne va pas, donc ça veut dire que le gouvernement est en train de gérer mal. Donc vraiment, nous, ce qu'on veut, on veut que les choses améliorent, que le Niger puisse aller en avant. Vraiment, c'est la gérance du gouvernement qui n'a pas été bonne, donc c'est pour cela que le Niger est classé en dernière position. C'est la mentalité des Nigériens en fait. Le Nigérien n'aime pas, si je peux le dire, ce qui est fabriqué au Niger. Ça, c'est un problème fondamental, si je peux le dire. On doit juste changer de mentalité. Le problème est posé au niveau du chômage parce qu'ici, il y a trop de chômeurs et puis, du coup, il y a trop de diplômés qui sont là assis, des manques d'emploi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de délinquance par manque d'emploi. Moi, la solution que je vois, c'est tout simplement de créer des emplois pour au moins essayer de faire rehausser la capacité intellectuelle, mais aussi sur le plan et pour progresser le plan économique aussi. Ainsi prend fin cette édition d'information. Madame, Monsieur, rendez-vous donc tout de suite pour la partie magazine. Je l'ai lancé donc au début de cette édition et nous recevons ce soir donc le président du MPCR, nous, Mamadou Arzika. Madame, Monsieur, bonne réception et bon week-end. En ce qui nous concerne, depuis quelques temps, je vais dire quelques années même, en train d'œuvrer en tant qu'acteur de la société civile à vocation de défense des droits de l'homme, nous travaillons à faire en sorte que les droits de l'homme soient enseignés au niveau des forces de défense et de sécurité depuis les écoles de formation pour être dans la position d'amener les acteurs à apprendre à les respecter. Et dans les formations qu'ils reçoivent, que ce soit par rapport au maintien de l'ordre ou par rapport au jalonnement, il n'y a nulle part où il a été autorisé que les gens puissent se permettre de poser de tels actes qui sont de nature à bâillonner les gens, à bastonner les gens. Tel que c'est arrivé pour ce qui concerne l'exemple que vous avez donné de l'élève, de l'étudiant qui a été tabassé en 2017, où les policiers se sont même permis de filmer eux-mêmes. Et leur prouesse
Et en filmant leur prouesse, ils ont été amenés donc à être dans la position de comment dit-on, de l'humilier, de le blesser. Évidemment, vous avez bien vu, et ça c'était inadmissible. Autre chose par rapport à ce cas-là, vous avez dit il y a plusieurs cas, mais le cas le plus grave, ce n'est même pas les forces ordinaires de défense et de sécurité. Le cas le plus grave, c'est l'action de la force pirate, la force illégale, qu'est la garde présidentielle. La garde présidentielle, elle est réputée dissoute depuis la conférence nationale. L'acte numéro 32 de la conférence nationale a dissous la garde présidentielle en considérant que la garde présidentielle ne s'accommode pas de la République, de la démocratie et des institutions républicaines à protéger, dont la présidence de la République et le président. Vous voyez bien. Et je me rappelle encore, quand le débat était fait à la conférence, tout le monde avait trouvé que ça pouvait être considéré comme juste, parce que tout simplement, évidemment, la garde présidentielle avait commencé à être créée sous la forme qu'elle avait été créée au temps du régime des militaires, parce que c'est un régime d'exception qui est arrivé par la force et qui voulait se protéger et par la force, par la dissuasion, et c'est comme ça qu'on a vécu le régime du CMS. Ensuite, par la suite, ça a été un peu conservé. Quand il y a eu même le régime de la Deuxième République, les gens n'ont pas fait le changement qu'il fallait. Mais la conférence a enjoint de prendre les dispositions pour ça. Malheureusement, ça n'a pas été exécuté parce que quand on a fini la conférence, il y avait d'autres situations qui étaient là et qui ont fait que finalement les gens ils avaient leur esprit ailleurs. Et que de s'occuper de la mise en œuvre de l'acte et qui a décidé de dissoudre la garde présidentielle. Et c'est ce qui fait que pendant la transition, elle a demeuré, et avec l'installation de la Troisième République, normalement elle devait être exécutée, mais le régime de l'AFC ne l'a pas fait. Et c'est resté comme ça. Par la suite, il y a eu l'intervention des militaires avec le régime de Barré. Donc c'était aussi la même chose donc, que le régime de CMS. Le CSN était arrivé. Il lui fallait être dans la même situation que l'autre. Donc ils ont gardé la garde présidentielle. Puis par la suite, Touanké, on a vu, c'est même la garde présidentielle. Parce que pendant que les gens estiment que c'est la population civile, et comme ça là, menu, qui va menacer un président de la République, c'est elle qui va menacer. Ceux qui menacent le président, ce n'est pas les populations, c'est eux, les détenteurs des armes. Et parce qu'on a vu les cas qu'on a, c'est que la garde présidentielle de temps de Barré, c'est elle qui l'a tué. On a vu aussi que ce sont les gardes, avec la complicité de la garde présidentielle, qui a eu le coup de force du 18 février, qui a fait emporter Tanja. Donc, c'est ça que les gens doivent comprendre. Donc, ce sont des histoires quand les gens veulent maintenant, aujourd'hui, venir un régime civil, un président élu démocratiquement, que les gens créent des conditions pour l'isoler, comme s'il devient un régime militaire. Aujourd'hui, dans la situation où nous sommes actuellement, de l'aéroport à la présidence de la République, quand le président se déplace, c'est un calvaire pour tous les citoyens. C'est un calvaire pour toute la population de Niamey. Et c'est exécuté par une structure illégale. C'est ça la question. Parce que si même les autres, les gardes nationaux ou la police, eux, ils ont la formation qu'on les fait de jalonnement ou la formation de maintien de l'ordre, mais eux, la personne ne les a formés. Oui. Ils n'ont aucune formation. Personne ne les a formés à ce métier-là pour qu'ils sachent c'est quoi les droits de l'homme, c'est quoi les droits des citoyens, même si le président se déplace. Mais le président qui se déplace, c'est un citoyen qui est le président des Nigériens. Et il ne peut pas, parce que lui, il se déplace, eux, parce que ça fait leur affaire. Ils vont créer la situation pour terroriser les gens. Vous imaginez aujourd'hui, nous ici, là, nous sommes constamment sous le qui-vive. C'est-à-dire que dès que le président se bouge, et nous et tous les autres riverains, c'est un calvaire pour nous. Et les gens viennent ici, ils nous font n'importe quoi. Ils nous insultent, ils font des voies de fait, ils tapent les gens. Ça, c'est inadmissible. Et c'est pour ça que nous avons dit à ce qui nous concerne. Nous avons déjà engagé une procédure d'assignation de la garde présidentielle, bien sûr devant la justice. D'abord sur sa légalité, et ensuite sur les actes qu'ils ont été amenés à poser. Moi-même, j'ai été victime de voies de fait. Ici, un adjudant de la garde présidentielle est venu devant notre siège, ici, dans les locaux. Il est même rentré dedans. Et il est venu, il nous a insulté, parce qu'il nous a pas dit. Il nous a même, lui, on n'a pas voulu le suivre.
Parce que tout simplement, nous estimons que nous connaissons nos droits. On ne va pas se faire justice. Mais il est venu ici pour nous dire que si nous sommes des hommes, on n'a qu'à venir, on n'a qu'à sortir. Et c'est ça qu'il est venu nous dire. On l'a dit et on n'insistera pas. Mais qu'il sache que le travail là qu'il est en train de faire, l'activité là qu'il est en train de faire, il le fait normalement au nom de la République. Et si c'est au nom de la République, c'est dans le cadre de l'état de droit. Et si c'est dans le cadre de l'état de droit, ça veut dire que les lois de la République doivent s'appliquer. Et que s'il l'a fait, il doit répondre devant le juge des propos là qu'il a tenus. Et nous avons tenu à lui dire que toute chose a une fin. Et que dans tous les cas, ça fait 8 ans, c'est donc bientôt, il ne reste que 2 ans tout au plus. Au maximum, c'est 2 ans. Donc depuis 8 ans que nous subissons ce calvaire, donc bientôt dans 2 ans, je considère que le prochain président ne va pas continuer à faire la même chose. Si aujourd'hui, lui, le président Issoufou trouve du plaisir à ceux qu'on bâillonne les populations comme ça, encore que je ne suis pas convaincu que c'est le cas, mais toujours est-il dit que c'est eux, les agents là, comme c'est une bonne affaire pour eux. C'est bon de terroriser les gens, de les faire peur, de créer une psychose de coup d'état permanent, une psychose de menace au régime permanente, alors que, mais comment un civil peut faire coup d'état? Comment un étudiant qui est en stationnement, qui attend un bus qui va passer, peut être une menace à un président de passage? Depuis quand? Même autant de Kounché qui a inventé ça, qui a créé ça, même lui, il n'a pas décidé de faire en sorte que les citoyens nigériens soient brisés et brimés. Et les gens étaient là aux abords, quand il passait, les gens étaient là aux abords pour applaudir. Même qu'il n'était pas un président élu, mais il acceptait que les gens soient dans la situation sans se douter que quelqu'un va lui jeter ceci ou cela. Mais maintenant là, on invente toujours dans la tête des autorités qu'il y a une menace permanente de coup d'État et une menace permanente d'attentat. Et donc par conséquent, ils sortent des chars, ils sortent des kalachnikovs et autres. Vous voyez bien l'étudiant là. On vient taper l'étudiant avec un bâton, avec comment on appelle ça, le bâton de l'arme. Mais bon Dieu, on dirait que c'est un sauvage. On dirait que c'est une bête qu'ils ont eue. Et ils se sont mis à le tabasser comme ça. Mais qu'est-ce que ces camarades vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne peuvent pas faire, et c'est pas la peine d'imaginer que à l'instant là, les camarades là vont se mettre à se jeter sur ces gens-là. Et c'est même mieux de n'avoir rien fait. Nous sommes dans un état de droit. Si quelqu'un pose un acte d'abus, toi tu ne fais pas comme lui. Tu vas à la justice. Et tu attends que la justice te soit rendue. Si même la justice est manipulée, comment on appelle ça, utilisée et instrumentalisée, dans tous les cas, les gens sont lucides. Il y a des dossiers judiciaires qui commencent aujourd'hui, qui finiront dans 15 ans ou dans 10 ans. Mais en ce moment, même si tu es au pouvoir aujourd'hui, dans 10 ans, tu n'es pas. Mais il y a ceux qui étaient au pouvoir il y a 10 ans. Aujourd'hui, ils ne sont plus. Aujourd'hui, on peut les prendre comme des mouches. Même les militaires, aujourd'hui on les voit. Avant, quand vous voyez circuler certains responsables je sais pas, du CSRD, ils avaient des chars devant, des 17 devant, 12, 14, 7 et autres. Mais aujourd'hui, vous les voyez dans la rue, en train de circuler seuls. Ils se bousculent avec les gens dans la... Donc ça veut dire que toute chose a une fin. Il faut seulement être patient. Et nous sommes convaincus que seule la volonté de Dieu est permanente. Seul Dieu est permanent et le pouvoir c'est passager, c'est un temps. Et ce temps-là, c'est pour ça que nous disons, le calvaire étant exagéré, il faut absolument que par rapport à la situation qui vient d'arriver, que l'on prenne des dispositions pour d'abord porter l'affaire devant la justice. Nous, en ce qui nous concerne, nous avons décidé de porter notre cas devant la justice. Et en plus maintenant, il y a d'autres citoyens qui ont été victimes de certaines pratiques néfastes de cette garde présidentielle, où quand vous garez votre voiture, vous ne savez même pas ce qui se passe. Vous ne connaissez pas l'agenda du président. Vous ne savez pas si le président a un déplacement ou pas. Vous avez déposé votre voiture, vous êtes en train de faire autre chose dans votre bureau, dans votre service, dans votre maison. Et parce que tout simplement, le président va voyager, il a son agenda là-bas, et on prend avec une grille votre voiture, on la jette. On vous casse la pare-brise, on vous jette, on vous cabosse la voiture, on vous abandonne et on vous dit rien. Mais comment dans un état de droit on peut fonctionner comme ça? Comment dans une république normale on peut fonctionner comme ça? Comment est-ce que des gens qui répondent, qui disent agir au nom de la loi, qui disent agir au nom de l'État, qui disent agir au nom de la République, vont se permettre de se comporter comme ça? Non.
Ça, ce n'est pas agir au nom de la loi, ni au nom de l'État, mais au nom de la force. Parce que les gens estiment qu'ils ont les armes entre leurs mains. Et parce qu'ils ont les armes entre leurs mains, ils pensent qu'ils sont des surhommes. Et qu'ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Non, monsieur. La constitution du Niger est très claire. Je vous la rappelle si vous avez oublié. L'article 39 dit de manière très précise: tout citoyen, civil ou militaire, a le devoir sacré, je dis bien le devoir sacré, de respecter en toutes circonstances, la constitution et l'ordre juridique de la République. Donc il n'est pas donné à un citoyen, qu'il soit civil ou militaire, de faire ce qu'il veut. Parce que tu es un militaire, tu vas penser que toi tu es habillé d'abord dans un corps illégal. Tu viens avec ça, tu arbores parce que vous avez la force, vous croyez que les gens ne connaissent pas. Donc vous venez, vous menacez les gens avec des chars, avec des armes. Non. Ça, je trouve que c'est scandaleux et ça doit être, on doit pouvoir prendre des mesures pour mettre fin à ça.